Le matin du 27 mai 1944 s'abattit sur le nord-est de la France comme la mort. Souvent, silencieusement, sans prévenir, enveloppé d'une beauté trompeuse. À 8500 mètres d'altitude, le ciel au-dessus de la frontière allemande était d'un bleu profond et cristallin, celui que les artistes passent leur vie à tenter de capturer sans jamais y parvenir pleinement. Aucun nuage ne se profilait à l'horizon. La visibilité était parfaite, ce qui signifiait que tout ce qui se trouvait là-haut pouvait tout voir. Dans l'étroit cockpit imprégné d'une odeur d'huile de son P-51B Mustang, le capitaine Clarence. Emile Anderson endurait un froid auquel la vie civile ne prépare jamais. La température à l'extérieur de sa verrière en plexiglas avoisinait les -60 °C. Un froid, assez froid pour geler la peau exposée en quelques secondes. Un froid assez froid pour transformer l'huile hydraulique en mélasse. Un froid assez froid pour que le revêtement en aluminium de son avion se contracte et gémisse comme un être vivant. Il le sentait à travers ses bottes plates, à travers ses gants, à travers le métal du manche à balai pressé contre sa paume. Après des mois de combat, il avait appris à ne plus y prêter attention. Le froid était tout simplement le prix à payer ici. Il connaissait son avion comme un éleveur connaît son meilleur cheval, non pas par ses caractéristiques techniques, mais par sa personnalité. Numéro de série 4 324 823. Surnommé Old Crow, d'après le bourbon le moins cher qu'on trouvait dans les bars près de Newcastle, en Californie, où Anderson avait grandi, fils de fermier. Ce nom était une plaisanterie, une petite touche d'irrévérence peinte sur les 4 tonnes du chasseur monomoteur le plus redoutable que les forts alliés aient jamais mis en vol. Anderson avait 22 ans. Au sein du 357e groupe de chasse, une unité si agressive que sa devise officieuse aurait tout aussi bien pu être « Premier arrivé, dernier parti ». Bud Anderson occupait une place unique. Il n'était pas le plus bavard lors des briefings. Il ne se pavanait pas. Il ne recherchait pas les admirateurs comme certains à plus flamboyants, à signer des autographes et à parler aux correspondants de guerre. Ce qu'Anderson possédait, c'était quelque chose qui ne s'apprenait pas à l'école de pilotage et qu'on ne pouvait pas simuler lors d'un exercice d'entraînement. Il avait la capacité de traiter le chaos tridimensionnel du combat aérien comme un grand maître d'échecs traite un échiquier, en voyant non seulement la position actuelle, mais toutes les positions possibles 3 coups à l'avance. Ses coéquipiers disaient qu'il avait des yeux derrière la tête. Son chef d'équipe disait que c'était effrayant. Chuck George, qui avait volé avec et contre lui à l'entraînement et qui respectait très peu d'hommes inconditionnellement, dirait plus tard, plus simplement, du génie. Ce matin-là, Anderson menait une patrouille de ravitaillement. 4 Mustangs en escorte rapprochés d'un immense contingent de B-17. Forteresse volante fonçant vers l'est en direction des gares de triage stratégique de Strasbourg. Les bombardiers volaient à 257 km/h. Leurs traînées de condensation traçaient d'épaisses lignes blanches dans le ciel, comme des marques de craie sur un tableau noir, diffusant leur position à tous les opérateurs radars et contrôleurs aériens allemands de Paris à Berlin. Ils étaient énormes, magnifiques et terriblement vulnérables. 10 hommes dans un tube de métal, incapables de manœuvrer, entièrement dépendants des chasseurs qui les protégeaient en zigzagant. Les 2 premières heures furent silencieuses. Ciel bleu, bruit des moteurs, le bourdonnement régulier du vol en formation. Le genre de silence que les pilotes de chasse expérimentés avaient appris à craindre le plus. Puis, peu après 11 heures du matin, la radio siffla. Des bombardiers à 12 heures d'altitude. Bon sang, combien sont-ils? Anderson leva brusquement les yeux à travers la vitre incurvée de sa verrière. Ce qu'il vit dans les 2 secondes qui suivirent bouleversa sa compréhension du mot infériorité numérique. Ce n'était pas une escadrille de chasse. Ce n'était pas une escadre. C'était un fleuve, un sombre et tumultueux, rivière d'avions sillonnant le ciel. Plus de 60 Bf-109 et Faka-Wall 190 organisés en une formation d'attaque massive que la Luftwaffe appelait GIX pour bon. Une formation de combat conçue dans un seul but, saturer les chasseurs d'escorte américains par leur masse écrasante et percer le sol pour atteindre les bombardiers qui les suivaient. Ils avançaient avec l'inertie terrible d'un événement inévitable. Leur capot moteur jaune saisissait le soleil matinal comme les yeux d'un prédateur. Le calcul était immédiat et brutal. Dans le secteur d'Anderson, le ratio était d'environ 15 chasseurs allemands pour un chasseur américain. Avant de poursuivre votre récit, si vous appréciez une histoire authentique racontée sans détour, merci de cliquer sur le bouton « J'aime » ci-dessous. C'est gratuit et cela permet à cette chaîne d'atteindre ceux qui ont besoin d'entendre ces histoires.
Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez et si un membre de votre famille a porté l'uniforme pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous lisons tous les commentaires. Maintenant, retournons à 8500 mètres d'altitude, là où Bird Anderson fait les calculs et arrive à la seule conclusion que son caractère lui permette. La doctrine de l'autoconservation stipulait « Protégez vos appareils, maintenez la cohésion de la formation, n'engagez pas le combat en situation de désavantage numérique ». La doctrine du 357e groupe de chasse était différente. Il était écrit « On ne touche pas aux bombardiers. Quel qu'en soit le prix, quelles que soient les probabilités, on ne touche pas aux bombardiers. » Le pouce d'Anderson trouva le bouton d'émission radio. Sa voix, lorsqu'elle parvint à ses oreilles, ne portait aucune trace de l'adrénaline qui, à cet instant précis, inondait chacune de ses cellules. Vol en béton, réservoir largable, puissance de secours activée. Sous le ventre argenté du vieux corbeau, 2 réservoirs de carburant externe de 75 gallons tombèrent dans le vide, dévalant la campagne française en contrebas. L'appareil sembla aussitôt plus léger, plus vivant, comme un sprinter se débarrassant de son sac à dos. Anderson poussa la manette des gaz au-delà de sa butée mécanique, atteignant la plage de puissance de secours que les ingénieurs déconseillaient officiellement et que les pilotes de chasse utilisaient constamment. Le moteur Packard Merlin, un chef-d'œuvre d'ingénierie britannique construit sous licence américaine, répondit par un hurlement qu'Anderson sentit entre ses dents. Il piqua du nez. La vitesse augmenta avec une violence choquante. 560 km/h, 640 km/h, 420, frôlant 460. Alors que le Mustang piquait vers la formation allemande avec toute la patience et la retenue d'une pierre de trône, la cellule trembla et se rigidifia sous l'effet des forces aérodynamiques qui comprimaient chaque surface. Le son à l'extérieur de la verrière passa d'un rugissement à un cri strident et déchirant. En dessous de lui, le chaos était déjà à son comble. Les Folkwall 190, ces avions de chasse massifs à moteur radial que les pilotes de la Luftwaffe adoraient pour leur puissance de feu et leur robustesse, préparaient des passes frontales contre les groupes de bombardiers de tête. Les Bf-109 travaillaient les flancs, leurs canons de 20 mm zébrants, d'orange en balayant les ailes des B-7. 3 bombardiers laissaient déjà une traînée de fumée. L'un d'eux sortait complètement de la formation. Son moteur numéro 3 n'était plus qu'une boule de feu orange. De minuscules silhouettes s'échappaient de ses hublots latéraux dans le sillage glacial. Anderson choisit sa première cible avec la précision tranquille d'un homme qui a l'habitude. Avant, 3 Bf-109 en formation lâche, alignés derrière. Un B-17 isolé qui avait dérivé à une 50aine de mètres hors de la protection de son zone de combat. Les pilotes allemands étaient entièrement concentrés sur la cible qui se trouvait devant eux. Ils n'avaient pas levé les yeux. Ils n'avaient pas regardé derrière eux. Ils n'avaient pas cherché la forme argentée qui fondait sur eux à près de 800 km/h, venant du soleil. Anderson ajusta son angle de 2 degrés. Il attendit que les tirs de plomb remplit son viseur N9 d'une extrémité d'aile à l'autre. Il voulait 230 mètres, plus près que ce que la doctrine recommandait, suffisamment près pour que la probabilité de rater soit proche de 0. Il pressa la détente, et le vieux corbeau se mit à trembler comme un chien mouillé lorsque 6 mitrailleuses Browning de calibre .50 ouvrirent le feu simultanément. Au même instant, quelque part derrière lui, dans le chaos du piquet, l'escadrille perdit de vue son chef. La vitesse était trop grande, le ciel trop encombré, le moment trop court pour les lier. Pour rester en contact, Anderson l'ignorait encore. Il voyait le Messerschmitt de tête se désintégrer sous ses yeux. Il était seul, et les 22 minutes les plus longues de sa vie venaient de commencer. La première victoire fut si rapide qu'elle parut à peine réaliste. La rafale d'Anderson avait touché le Bf-109 de tête exactement là où les schémas techniques étaient les plus impitoyables. À la jonction de l'aile et du fuselage, là où le longeron principal supportait toute la charge structurelle de l'appareil. Les munitions perforantes, les munitions incendiaires n'ont pas seulement endommagé les débris, elles les ont rendus inutilisables. L'aile droite se repliait vers le haut selon un angle que la nature n'avait jamais prévu. Le moteur Daimler-Benz, dont la conduite de liquide de refroidissement avait été sectionnée, a commencé à cracher un panache blanc de glycol qui est devenu noir en quelques secondes. L'avion a perdu le contrôle et est tombé dans une vrille à plat dont aucun pilote n'aurait pu se relever. Anderson était déjà parti, tirant sur le manche à 2 mains, convertissant chaque mile par heure de sa vitesse de piqué en altitude. Les forces lui sont arrivées comme une agression physique, non pas une sensation mais un verdict, le plaquant contre son siège. Avec 3,
4, 5 fois le poids de la gravité. La combinaison anti-G dédiée G autour de ses jambes et de son abdomen s'est gonflée automatiquement, se contractant comme un étau pour empêcher son sang de s'accumuler dans le bas de son corps. Malgré cela, les bords de sa vision sont devenus gris et flous, comme les bords d'une photographie qui s'estompe lorsqu'elle est restée trop longtemps à la lumière. Il remonta à 7300 mètres, puis se stabilisa à 7600 mètres et commença immédiatement à scruter la zone. « Vol en formation, indiquez votre position », dit-il à la radio. La fréquence ne répondit à rien d'utile. Des bribes d'autres. Voix, les aboiements des appels radio des pilotes dans toute la zone d'engagement, mais rien de son propre vol. Le piquet les avait dispersés. Dans le chaos tridimensionnel d'un engagement impliquant 60 avions, 4 Mustangs pouvaient se perdre de vue en quelques secondes. Ces ailiers étaient, quelque part, menant leur propre combat dans leur propre recoin du ciel. Anderson assimila ce fait en environ une seconde et passa à autre chose. Il était inutile de s'y attarder. En dessous de lui, le flot de bombardiers était décimé. Les Faka-Wolf 190 étaient les principaux instruments de cette désertification. Des avions lourds, puissamment armés, spécifiquement optimisés pour la destruction de grandes cibles multimoteurs. Un seul FW-190 était armé d'un armement capable de compromettre la structure d'un B-17 en 2 rafales. Ils effectuaient désormais des passages coordonnés par paire. Un appareil attirait les tirs défensifs, des mitrailleurs des bombardiers tandis que l'autre se glissait dans l'angle mort sous la queue et tirait vers le haut en direction de la soute à bombe. La réponse rationnelle à la situation d'Anderson, seule, ses munitions partiellement épuisées, en infériorité numérique écrasante, était utiliser sa vitesse et son altitude restant pour se retirer du combat, mettre le cap à l'ouest, foncer vers la Manche, atterrir à Londres, avec l'appareil intact et rédiger un rapport de combat. Tous les manuels de vol auraient approuvé cette décision. Anderson effectua un tonneau et piqua du nez vers le combat. Ce qu'il s'apprêtait à faire n'était pas de l'imprudence. C'était une application tactique précise du seul principe qui régissait le combat aérien par-dessus tout. Le principe que son ami Chuck Georget résumait ainsi. L'altitude, c'est de l'argent en banque. En maintenant sa position au-dessus de la zone d'engagement et en utilisant des attaques en piqué, Anderson pouvait convertir son altitude en vitesse à la demande, frapper avant qu'un pilote allemand puisse établir une stratégie de tir, et remonter rapidement en sécurité avant que la contre-attaque ne soit organisée. C'était ce qu'on appelait le « boom and zoom ». Et entre les mains d'un pilote qui maîtrisait la gestion de l'énergie comme Anderson, c'était essentiellement une opération à sens unique. Il choisit un Messerschmitt Bf-109 qui poursuivait un Bf-17 endommagé avec l'intensité concentrée d'un prédateur qui a déjà décidé de l'issue du combat. Le pilote allemand était bon. Sa vision périphérique ou son opérateur radio l'avertit à temps. Il vira brusquement à gauche au moment où Anderson s'engagea dans l'attaque. Un virage à taux maximal conçu pour forcer son poursuivant à le dépasser et inverser la géométrie du combat. Dans un engagement avec des virages plus lents, la cellule légère et le puissant moteur du Bf-109 lui conféraient un rayon de virage qui pouvait mettre en difficulté la plupart des chasseurs alliés. Anderson n'essaya pas de le surpasser en virage, point, et elle appuya sur le manche avec une force mesurée et délibérée et traça une courbe de poursuite en avance, visant non pas l'endroit où se trouvait le désordre, mais l'endroit où la physique de son virage dictait qu'il se trouverait dans 1,2 secondes. La distinction est cruciale. Poursuivre un avion signifie être toujours derrière lui. Anticiper un avion signifie être déjà là où il va. L'environnement physique à l'intérieur du cockpit pendant cet échange était quelque chose qu'aucun simulateur de vol n'a jamais réussi à reproduire. La température était encore bien en dessous de 0. Mais Anderson générait suffisamment de chaleur corporelle pour que son masque à oxygène s'embue à chaque expiration, l'obligeant à dégager manuellement sa vision. L'odeur de cordite de ses propres armes avait saturé l'atmosphère du cockpit. Son cou, tournant constamment pour suivre le chasseur allemand tout en scrutant simultanément au-dessus, en dessous et derrière à la recherche d'autres menaces, le brûlait d'une fatigue musculaire profonde. Celle-là même qui précède les tremblements qui surviendront plus tard dans la salle de débriefing. Lorsque l'adrénaline retomba enfin, il réduisit la distance à 250 yards. Le Bf-109 inversa son virage, un bref instant nécessaire où son angle d'inclinaison passa sous 0 et ses ailes s'aplatirent momentanément comme un pendulo, point culminant de son arche. En une fraction de seconde, l'appareil cessa de manœuvrer et devint prévisible. Anderson tira une rafale d'une quarantaine de coups.
Le capot moteur du Messide se désintégra. De petits morceaux de métal, des couvercles de soupape, des ailettes de refroidissement, des fragments du carter du compresseur volèrent en arrière et s'écrasèrent contre le pare-brise blindé d'Anderson comme des grêlons. Le moteur allemand, privé de son système de refroidissement, s'enraya en quelques secondes. La fumée blanche devint grise, puis noire. La verrière se détacha. Le pilote fut emporté avec elle, son parachute blanc se détachant sur le patchwork sombre de la campagne française en contrebas. 2 victoires en moins de 8 minutes. Anderson redressa l'appareil. Cette fois, lorsqu'il vérifia ses rétroviseurs, ce qu'il vit mit fin, instantanément à la satisfaction du moment. 2 BF-109, hauts, rapides, parfaitement positionnés, plongeant par-dessus et par derrière avec la confiance sereine de pilotes ayant calculé la géométrie et confirmé leur coup. Ils avaient l'altitude, ils avaient la vitesse. Olcrow n'avait ni l'une ni l'autre. Anderson avait épuisé ces 2 ressources dans le combat tournoyant, et les Allemands étaient arrivés précisément au moment où ils n'avaient plus rien. Les viseurs de 2 pilotes expérimentés de la Luftwaffe dérivaient vers le fuselage de son appareil. Dans environ 4 secondes, il ferait feu. Le chasseur, dans le langage précis et clinique du combat aérien, était devenu la proie. 4 secondes, c'est trop court pour réfléchir. Il n'y a que le temps d'agir. Les mains d'Anderson ont bougé avant même que son esprit conscient n'ait fini de cerner le problème. Sa main droite a brusquement poussé le manche à droite, tandis que sa botte gauche enfonçait la pédale de palonnier à fond. Olcrow a brusquement effectué un violent tonneau inversé. Non pas une inclinaison douce, mais un virage brutal et soudain où la cellule gémit contre le revêtement métallique qui se déformait sous la charge asymétrique. Pendant un instant de désorientation, Anderson se retrouva suspendu la tête en bas à son harnais. La campagne française emplissant sa verrière comme un plafond, le ciel ouvert, en dessous comme un plancher. Il tira le manche à 0 vers lui. Le S divisé, manœuvre de dernier recours pour un pilote à bout de force et des ennemis au-dessus de lui, fit plonger le nez du Mustang à la verticale, transformant la situation désespérée de l'appareil en une chute contrôlée. L'indicateur de vitesse afficha 380, 410, 450 000 par heure avec l'urgence d'une horloge, qui tourne à l'envers. L'altimètre afficha tout aussi rapidement 24 000 pieds, 20 000, 17 000. Le Packard Merlin, désormais pointé vers la terre et tournant à pleine puissance, contribua de sa propre énergie féroce à la descente. Les 2 BF-109 le suivirent dans le piquet. Il n'aurait pas dû. Le BF-109 était un avion exceptionnel, peut-être l'expression la plus aboutie du concept de chasseur monomoteur que l'ingénierie européenne ait produit pendant la guerre. Mais sa conception comportait une limitation fondamentale avec laquelle ses pilotes devaient composer et que ses adversaires apprirent à exploiter. À des vitesses supérieures à 640 km/h, les forces aérodynamiques agissant sur ces gouvernes devenaient trop importantes pour qu'un pilote humain puisse les maîtriser. L'aileron se rigidifiait, la gouverne de profondeur se durcissait. L'avion, conçu pour l'agilité à des vitesses modérées, devenait un passager de sa propre descente, capable de maintenir son cap, mais privé de la précision de pilotage qui le rendait dangereux. À 725 km/h, les 2 pilotes allemands constatèrent que leur chasseur leur dictait leur conduite, au lieu de répondre à leurs demandes. Ils sortirent de leur piquet, non par raisonnement tactique, mais par le pur instinct de survie d'hommes qui sentaient leur appareil se raidir autour d'eux et comprenaient ce qui allait se produire. S'ils n'intervenaient pas, ils prirent de l'altitude. Anderson les regarda s'éloigner. Dans son rétroviseur, 2 forts monnaies jaunes se rétrécissaient à nouveau dans le bleu profond. Il redressa à 12 000 pieds. Les forces G de la remontée lui comprimaient la colonne vertébrale et brouillaient les bords de sa vision pour la 3e fois en 10 minutes. Il se stabilisa, vérifia ses instruments. Le carburant baissait, les compteurs de munitions étaient plus bas qu'il ne le souhaitait, la température du moteur montait à la limite d'alerte et il commença à remonter vers le groupe de bombardiers. C'était le moment de la décision. Toute analyse raisonnable de la situation plaidait pour le retour à la base. Il était isolé, ses munitions étaient limitées, sa mare de carburant diminuait, et l'engagement lui avait déjà coûté plus de réserves physiques que la plupart des hommes n'en emportent au combat. Les bombardiers avaient leurs propres mitrailleurs, ils avaient d'autres escortes. Il avait fait sa part. Anderson orienta le vieux Crow vers 28 000 pieds. 10 minutes s'étaient écoulées depuis le début de l'engagement. Il lui restait 12 minutes, et quelque part au-dessus de lui, les B-17 continuaient de s'écraser.
Ce qu'Anderson fit pendant les 12 minutes suivantes a été analysé dans des études tactiques et discuté dans les milieux aéronautiques pendant 80 ans, car cela représente un fait véritablement inhabituel dans l'histoire du combat aérien. Il ne vola pas seul contre la formation allemande. Il vola comme un concept, apparaissant sous différents angles, à différentes vitesses, à différentes altitudes, sans jamais répéter la même géométrie d'attaque, ne permettant jamais aux pilotes de la Luftwaffe d'établir un schéma prévisible et comptable. Il piqua sur 2 F-Wall 190, s'alignant sur le bombardier de tête et tirant une rafale déviée qui força les deux pilotes à virer brusquement dans des directions opposées. Non pas parce que ces obus touchèrent l'un ou l'autre appareil, mais parce que les tirs étaient suffisamment proches et inattendus pour que l'instinct de survie prenne le pas sur l'instinct d'attaque. Le B-17 qu'il visait poursuivit sa route sans être inquiété. Il arriva de l'est, profitant de l'éclat du soleil matinal pour changer de position au moment où la formation vira et toucha un B-59 qui poursuivait un bombardier fumant. Il tira une courte rafale dans son aile avant de s'éloigner à toute vitesse, avant même que l'ailier du pilote puisse réagir. Il attaqua, de front 2 B-190, une manœuvre si agressive et contre-intuitive que les deux pilotes allemands préférèrent rompre le contrôle plutôt que de maintenir leur cap, leurs nerfs flanchant face à un appareil qui semblait chercher à les percuter. L'effet sur la formation allemande fut disproportionné. Les pilotes communiquant sur la fréquence tactique de la Luftwaffe commencèrent à signaler la présence de plusieurs Mustangs, une escadrille entière, opérant avec une précision coordonnée sur toute la zone d'engagement. Le contrôleur au sol, suivant les communications radio, tenta de se faire une idée des forces américaines. En vain. Les attaques provenaient de trop de directions, à trop d'altitude, sans suivre de schéma discernable. Il n'y avait pas d'escadron. Il y avait un jeune homme de 22 ans originaire de Newcastle, en Californie, qui tenait grâce à ses réserves d'énergie, à ses réflexes et à quelque chose qui n'avait pas de nom technique. Les munitions d'Anderson étaient presque épuisées. Il le savait depuis le